Bon, vous avez bien fait de rester, hein. C'était un bon moment qu'on vient de passer. Vraiment un excellent moment. Et on va en passer un très bon en accueillant maintenant pour la clôture de ces journées, enfin l'après-clôture, parce qu'il y a un autre petit truc après. Bah oui, il y a encore des surprises. Pour la clôture, je suis très heureux d'accueillir Cécile Courrèges. Alors, une locale de l'étape, avec encore plein de racines nantaises, et puis fier aussi parce on travaille depuis des années avec Cécile et c'est un bonheur de l'accueillir pour clôturer ces journées maintenant qu'on travaille maintenant au niveau national ensemble. Donc bienvenue à Cécile, pour Cécile Courrèges, directrice de la DGOS, pour venir clore ces journées. Je suis très impressionnée de voir autant de monde un samedi 13h. D'habitude, quand j'interviens en clôture à ces moments-là, j'ai encore 20 personnes dans la salle. Donc, c'est impressionnant, la motivation et la mobilisation. Cher Pascal, Monsieur le Président, Madame la représentante de la HAS, donc chère Anne-Marie, Monsieur le représentant de l'ARS, Pays de la Loire, cher Pascal, Mesdames et Messieurs. Je suis effectivement très contente et je remercie Pascal Gendry et la FMMPS de m'avoir permis d'être aujourd'hui parmi vous pour clôturer vos journées. Alors même un samedi, effectivement, mais je dirais Pascal avait mobilisé mon agenda quasiment depuis 1 an déjà. Mais bon, à l'époque, je devais intervenir comme DG d'ARS, les choses ont changé un peu vite. Effectivement, content d'être parmi vous parce qu'être à Nantes, pour moi, effectivement, a un sens particulier. Pendant 2 ans, plus de 2 ans, j'ai été directrice générale de l'ARS des Pays de la Loire. Et on a effectivement activement travaillé avec la PMSL, avec de beaux exemples positifs. Et c'est vrai que je suis très heureuse aussi à la fois de pouvoir saluer le nouveau président de la PMSL et de retrouver Pascal Gendry au niveau national pour essayer ensemble d'essayer de faire avancer, et Dieu sait que c'est compliqué, notre vision partagée, je pense, de ce qu'ont besoin les professionnels de santé et les patients sur les territoires autour de l'exercice coordonné, parce que c'est aussi effectivement aujourd'hui l'occasion pour moi de vous remercier tous, et en particulier la Fédération et ses présidents successifs, pour votre participation à l'essor de soins primaires modernes et accessibles et adaptés aux besoins de la population et des patients. Et parce que aussi, bien sûr, c'est un moment pour pouvoir partager sur nos perspectives communes. Alors, vous avez choisi de parler aujourd'hui, sur vos 2 journées, de la révolution des soins primaires. Donc, c'était le titre de vos 7e journées nationales. La stratégie nationale de santé, elle, a été plus modeste. Elle a parlé de la modernisation des soins primaires. Le Premier ministre lui-même, dans son discours d'Aubonne du 13 février, sur la transformation du système de santé, a parlé de structuration des soins de ville. Bon, chacun son vocable. Moi, je n'irais peut-être pas jusqu'à parler des sans-culottes, comme j'ai cru comprendre que Pascal Gendry avait utilisé ce terme. Mais je crois que nous avons un constat commun pour tous et une conviction surtout forte, en tous les cas en ce qui me concerne, c'est que la modernisation des soins primaires, c'est la clé de voûte de toute stratégie d'amélioration du système de santé. C'est vrai pour le développement de la prévention, c'est vrai pour le renforcement de l'accès aux soins au niveau territorial, c'est vrai pour l'amélioration des parcours de soins pour les patients chroniques ou complexes, c'est vrai aussi pour répondre aux aspirations des professionnels, et c'est même vrai pour l'amélioration de la performance des hôpitaux. Il n'y aura pas de réorganisation, de repositionnement des hôpitaux possible s'il n'y a pas des soins primaires organisés sur les territoires. Donc c'est vraiment une des conditions, et c'est vraiment la condition même première pour toute l'évolution du système de santé. Alors des soins primaires modernes, à quoi ça peut correspondre? Ce sont des organisations qui permettent un exercice coordonné, pluriprofessionnel, en équipe, inclusive de tous les professionnels qui interviennent dans ce domaine. Ce sont des soins qui sont des organisations qui sont aussi articulées avec les autres acteurs de l'offre de soins, les spécialistes de recours, l'hôpital, le médico-social, pour assurer la continuité et la pertinence des parcours de santé. Ce sont aussi des organisations qui permettent de répondre aux demandes de soins programmés, mais aussi aux demandes de soins non programmés. Je sais que vous en l'avez évoqué hier, et c'est vraiment un enjeu
important et qui nous préoccupe de plus en plus les uns et les autres, qui puissent aussi orienter vers d'autres niveaux de soins. C'est des organisations aussi, et de plus en plus, je dirais, on attend cette évolution, qui puissent, au-delà de l'investissement autour de la patientèle, porter des responsabilités territoriales, voire populationnelles, ou vraiment qui permettent de porter une responsabilité vis-à-vis de la population dans l'ensemble d'un territoire. Nous connaissons tous les grands leviers de ce mouvement et de ce changement, la formation, la coopération entre professionnels, le numérique, l'évolution des cultures professionnelles, les modalités de financement aussi. Une fois que ceci est posé, la question c'est comment effectivement on essaye d'avancer sur ces questions. Vous avez dans vos cadres de vos journées posé trois grands enjeux. L'un sur la consolidation du modèle et l'extension de l'exercice en MSP tel qu'il existe aujourd'hui, et deux autres plutôt sur la préparation du futur, les nouvelles frontières à franchir ou les nouveaux défis à relever. C'est effectivement les deux enjeux de la réflexion. Sur le premier sujet, donc la consolidation du modèle lui-même de l'exercice en équipe de soins pluriprofessionnels, c'est un modèle que vous avez déjà construit depuis plus de 10 ans maintenant, en coopération avec l'État et avec l'assurance maladie. Pour ceux qui ont un peu d'histoire maintenant, on trouve totalement évident de parler de maison santé pluriprofessionnelle. Je me souviens qu'il y a quelques années, quand j'étais en Bourgogne, c'était pas d'une si grande évidence et les pionniers devaient se battre pour être reconnus dans ce modèle-là. Et c'est bien pour ça qu'effectivement, à l'heure du plan d'égal accès aux soins qui prône le doublement du nombre de ces structures d'exercice coordonnées, on a effectivement encore besoin de vous et besoin de la Fédération des maisons de santé pluriprofessionnelles pour porter cette politique. Vous pouvez compter aussi bien sûr sur notre soutien de ce point de vue-là et le soutien à la fois au niveau national de l'État et de l'assurance maladie, mais surtout le soutien en région parce que c'est bien et sur les territoires parce que c'est là où les choses se jouent, des agences régionales de santé, de l'assurance maladie et des collectivités territoriales. Mais l'approche, elle ne peut pas être seulement quantitative. C'est vrai que je ne peux pas vous dire autre chose puisque c'est la politique et l'engagement ministériel, même du président de la République, de doubler le nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles. Mais je dirais, si on en reste là, on n'aura fait que la moitié du chemin. Et je crois que vous en avez abondamment parlé sur ces 2 journées. L'approche, elle doit être beaucoup plus qualitative. Le sujet n'est pas seulement de développer ou d'avoir un nombre accru de maisons de santé, c'est aussi d'avoir des maisons de santé qui gagnent en maturité, plus de maisons de santé demain qui puissent répondre aux critères de l'ACI, plus de maisons de santé qui puissent aussi intégrer des objectifs de prévention en pouvant aussi œuvrer à la réduction des risques comportementaux ou œuvrer aussi à la réduction des inégalités sociales qui ont été rappelées. C'est des maisons de santé qui s'inscrivent aussi dans une démarche qualité en rentrant dans cette logique d'indicateurs de qualité, de pertinence de pratique et de résultats. Ça suppose aussi, bien sûr, que les systèmes d'information soient plus à votre en possibilité aussi de vous aider à accomplir ces fonctions et qu'avec l'HAS ou avec le HESP, on vous donne aussi les moyens et les outils et supports pour aller dans ce sens-là. En tous les cas, sachez, j'espère que vous n'en doutez pas, que la DGOS est à votre écoute pour vous aider dans ce domaine, comme elle l'a été sur un certain nombre de sujets récents, comme on l'est aussi sur le sujet des maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires, où je sais qu'il y a un certain nombre de difficultés et il faudra qu'on s'en parle et qu'on voit si effectivement on peut davantage vous aider à rentrer dans cette démarche. Au-delà de ça, quel est le futur? Parlons un peu du futur. Poursuivre la révolution des soins primaires, c'est permettre une meilleure organisation de l'offre de soins au niveau des territoires. Et c'est bien l'un des 5 chantiers qui a été défini, parce que ce n'est pas 4, hein, c'est 5, qui ont été définis par le Premier ministre le 13 février dernier, avec l'annonce hier. Donc c'est pour ça qu'effectivement la ministre ne pouvait pas être parmi vous physiquement hier, puisque hier matin, elle présentait les pilotes de chacun de ces chantiers. Et donc sur le sujet de la territorialisation, sujet qui vous intéresse particulièrement, le pilotage a été confié à Pierre Pribil, le directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, donc vous pourrez le réinterroger l'année prochaine en Bourgogne, et à Norbert Nabé, donc le directeur général adjoint de l'ARS PACA. Donc ils ont été nommés officiellement demain et donc vous pouvoir engager les concertations avec une feuille de route opérationnelle qui doit être remise pour fin mai. Donc vous voyez l'enjeu, on est quand même sur un calendrier extrêmement serré.
Ce sujet de l'organisation des soins sur le territoire, c'est aussi au cœur du plan d'égal accès aux soins dont la ministre m'a confié le pilotage opérationnel. En la matière, nous avons un nouveau levier, enfin un levier en tous les cas sur lequel je pense que les uns et les autres on saura partager le potentiel, qui est celui des communautés professionnelles territoriales de santé, sur lesquelles déjà certains d'entre vous sont déjà mobilisés et qui doivent justement nous permettre de construire des organisations territoriales de taille suffisante, dotées des compétences médicales, paramédicales et des fonctions support nécessaires pour assurer l'articulation aussi avec les autres acteurs du territoire, établissements de santé, spécialistes de recours, et voire même aussi les services sociaux, pour l'organisation des parcours et surtout aller vers ce que j'évoquais précédemment, cette responsabilité. Alors certains disent territoriale, populationnelle, je dirais selon les époques, on préfère parler territoire, on préfère pas population, à un moment donné on parlait d'approche globale, voilà. Bon, ça ce sont des habitudes à un moment donné. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que je crois qu'on a tous cette volonté-là et cet enjeu-là d'assurer effectivement cette réponse territoriale pour les patients sur les territoires, mais qu'au-delà des mots, maintenant, notre responsabilité, c'est de le concrétiser. Et tout à l'heure a été évoquée la notion de résultat. Je pense que c'est un des sujets sur lequel, effectivement, on va nous demander à tous, on nous demande à tous dès à présent des résultats. Donc c'est un sujet sur lequel on souhaite investir. On a déjà commencé à échanger, y compris avec la fédération. Et dans les semaines et mois qui viennent, tout ça devrait se concrétiser dans une stratégie d'aide au déploiement des CPTS qu'on essaye d'élaborer avec l'appui de l'IGAS notamment. Les MSP, de ce point de vue-là, et j'en suis persuadée, sont une condition facilitante pour l'émergence de ces CPTS. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, puisque je pense qu'effectivement, sur les territoires où des MSP déjà structurés sont en place, elles sont de nature assez évidente, bien les mieux placées pour porter aussi l'émergence de ces CPTS adaptés aux besoins. Pour ça aussi, vous avez besoin de cadres d'innovation. Je crois que Nicolas Revel a dû vous parler déjà abondamment hier de l'article 51. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel on travaille très très étroitement avec l'assurance maladie et avec les ARS. Et je ne peux que vous encourager, vous engager, parce que l'innovation, ça fait partie un peu de votre ADN, à ce que la fédération nationale ou les fédérations régionales, vous puissiez vous saisir de cet outil et nous faire remonter des projets innovants. On a vraiment besoin que ces projets viennent du terrain, viennent de vos initiatives. Et bien sûr, tous ces sujets-là aussi, pour pouvoir aller plus loin, c'est là aussi la réforme des modes de financement. On le sait tous bien, vous le vivez déjà sur le territoire, si effectivement chacun reste uniquement intéressé à l'évolution de l'acte ou de l'activité, comme c'est le cas aussi à l'hôpital avec la tarification à l'activité, c'est bien plus compliqué de pouvoir construire des espaces de partenariat, de coordination, d'exercices coordonnés. Donc c'est au cœur de la réforme des modes de financement qui a été confiée à Jean-Marc Aubert, là aussi avec un calendrier ambitieux, puisqu'on lui demande de réformer rien que moins que le système de financement du système de santé pour la fin de l'année à peu près. Bon, il a un peu de marge pour la mise en œuvre, il a jusqu'à 2020. Bon, on verra à quel rythme ça ira, mais en tous les cas, je pense qu'on est vraiment sur un des enjeux les plus cruciaux, parce que sans évolution de ces modes de financement, très vite, même avec la meilleure volonté des uns et des autres et les plus beaux projets, on se heurte assez vite à des freins quasiment indépassables. Mesdames et messieurs, donc après avec vos 10 ans d'expérience probante maintenant d'accompagnement des maisons de santé, la FMMPS a acquis, si on peut revoir le sigle un peu, parce que c'est... Il y a un peu trop de voyelles, hein, si vous me permettez, a acquis une expertise reconnue dans le développement des maisons de santé et naturellement à même de promouvoir l'implication de ces équipes et des futures communautés professionnelles territoriales de santé, et plus globalement, de faire que l'exercice coordonné devienne un mode d'exercice de droit commun. La FMMPS a acquis la confiance de ses interlocuteurs. Ça progresse, ça progresse. La confiance de ses interlocuteurs, de villes, de l'hôpital, du social et du médico-social, mais aussi bien sûr des ARS, des collectivités territoriales et de l'assurance maladie et du ministère que je représente ici. En signant il y a quelques semaines avec 28 autres organisations,
Je passe sur les détails de cette signature. La Convention pour renforcer l'accès territorial aux soins, vous avez deux fois de plus montré votre engagement et votre sens des responsabilités. Votre engagement dans le travail de transformation et dans le cycle de concertation qui a été lancé hier par la ministre de la Santé, dans le cadre de la stratégie de transformation pour lequel on vous attend, et je sais bien que vous serez contributeur et que vous aurez des idées à proposer aux pilotes désignés hier. Car ce mouvement de transformation, et en particulier de modernisation des soins primaires, c'est bien aux professionnels de le mener, et c'est à nous, les autorités publiques, comme ça a été rappelé dans ce changement de paradigme, parce que c'est un vrai changement de paradigme, de vous accompagner et de se mettre en situation de vous donner un cadre propice pour pouvoir vous permettre de porter vos projets et de mener vos actions. Et c'est le sens que les autorités de l'État souhaitent maintenant donner à l'action publique, puisque je vais reprendre ce terme-là. Et je sais que c'est dans cet état d'esprit que vous-même vous concevez votre rôle de professionnel et de fédération. Je souhaiterais finir simplement en vous remerciant tous. Je sais, on a aujourd'hui sur ces journées, on peut toujours avoir l'impression que voilà, tout ça c'est simple, c'est facile. Je sais que derrière chacun des projets, qui soient des maisons qui déjà aujourd'hui existent, soit des projets encore en cours, le temps, l'énergie que ça vous demande, c'est vraiment une implication personnelle, et ces projets-là ne seraient pas possibles sans vous. On en est bien convaincus. Je peux vous assurer qu'on essaye vraiment de se mettre le plus possible en situation d'accompagnement. Je sais que de temps en temps, vous avez l'impression que l'accompagnement, c'est surtout de la réglementation et des formulaires à remplir, mais on n'est vraiment pas dans cet état d'esprit. Vraiment, ce qu'on souhaite, c'est être dans cette logique de co-construction, de partenariat. Je crois que, Raymond l'a rappelé précédemment, les patients nous attendent au final, et c'est quand même pour eux à la fin qu'on doit pouvoir organiser les réponses. En tous les cas, si j'ai bien compris, l'année prochaine, je risque d'avoir à sévir sur des terres où je suis aussi déjà passée, et donc ce sera avec plaisir que j'espère pouvoir vous retrouver l'année prochaine, donc cette fois-ci en Bourgogne. Merci à vous.